Bonsoir. Eh bien, ce soir, on va parler du dirigeant, le rôle du dirigeant. Est-ce qu'on peut fonctionner sur les mêmes méthodes que les années 70, les années 80, 90? Aujourd'hui, on est en 2014. L'évolution, le regard sur également le football ou l'évolution du football national et notamment des clubs. Pour en parler, qui mieux que M. Leda Abdouche. Bonsoir, M. Leda Abdouche. Bonsoir. Pour les plus jeunes qui ne vous connaissent pas, je rappelle, vous avez été joueur à l'USMA d'Alger, international, vous avez fait des études supérieures, vous avez été également dirigeant, je rappelle, secrétaire général de la Fédération algérienne de football, vous avez côtoyé le regretté Omar Kezal, Issa Dohmar, des ministres également qui se sont succédés à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et puis, il y a ce livre, là, le guide pratique du dirigeant sportif. Il arrive alors au bon moment, ce livre. Mais pourquoi ce livre? Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des insuffisances pour aider justement, pour contribuer? Tout à fait. Je pense que le moment est venu de faire une halte au niveau de l'évolution du football. C'est vrai que le football a évolué. Quand on prend le football algérien, bon, qu'il est passé d'un statut à un autre, celui du club sportif amateur à celui de société par action, par exemple société commerciale. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, le dirigeant sportif doit avoir d'autres qualités. Dans le club sportif amateur, vous aviez des bénévoles donc qui activaient comme ça, donc avec des subventions. Aujourd'hui, ils sont, pour la plupart, à la tête de sociétés commerciales. Donc où il faut avoir un autre état d'esprit. C'est une entreprise. C'est une entreprise commerciale. Il faut avoir totalement une autre approche. Carrément se départir un peu de cet esprit du bénévolat pour revêtir un petit peu le costume de l'entrepreneur, véritablement. Parce que dans le professionnalisme, malheureusement, aujourd'hui, on a une vision un petit peu étriquée du professionnalisme. On pense que c'est les joueurs qui doivent être professionnels, ils doivent s'entraîner plus, et l'entraîneur. Alors que le club, c'est une institution dans laquelle il y a des gens qui sont chargés de l'administration, des finances, du commercial, tout ça. Donc, dans cet esprit-là, doit être professionnel. Je vous pose la question, parce que vous étiez, je le rappelle, au tout début, avec l'USMA d'Alger et l'arrivée de l'actionnaire majoritaire, M. Hadel, vous avez fait partie, justement, vous étiez parmi les premiers dirigeants. Est-ce que vous pensez que nous avons la ressource humaine qualifiée au niveau des clubs professionnels? Aujourd'hui, à part quelques exceptions, je pense que la ressource humaine, c'est le gros défaut un petit peu du football professionnel aujourd'hui dans les clubs. Les gens ne sont pas suffisamment formés. Voilà, la question va juste pour aller encore être plus pointue. Est-ce que vous pensez, puisque c'est le guide du dirigeant sportif, est-ce que vous pensez que l'on peut, avec le bénévole d'hier, le dirigeant bénévole d'hier, qui était à la tête d'un club, eh bien, avec ce même dirigeant, aujourd'hui, il peut mettre le costume de dirigeant d'entreprise, patron d'entreprise d'un club professionnel. Est-ce que c'est possible? C'est difficile. Le passage est très difficile. On peut l'envisager à partir du moment où le dirigeant est un meneur d'hommes, est un manager qui sait déléguer, par exemple, ses pouvoirs au niveau des directions, au niveau de la direction commerciale, mais en associant à cette gestion de véritables professionnels. Là, il peut demeurer dans le circuit. Mais si il vient dans une société commerciale, dans ce club professionnel, avec l'esprit du bénévole qu'il était dans le club sportif amateur, ça ne pourra jamais marcher. Peut-on parler aujourd'hui de professionnalisme sans l'État? Sans l'aide de l'État, pour être plus précis. Pour le moment, je pense qu'on ne peut pas parler de professionnalisme du tout. Parce que les clubs, quand on prend les clubs aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? À part l'inflation sur les salaires des joueurs, qu'est-ce qui a changé pour ces clubs quand ils sont passés du stade de club sportif amateur à celui de société par action et de société commerciale et club professionnel? Rien n'a changé. Donc, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui parler de professionnalisme. Nous sommes dans une phase qui... On est à l'état embryonnaire?
Même pas? Oui, à l'état embryonnaire, oui, bien sûr. Moi, oui, on peut dire ça comme ça. Mais le professionnalisme n'est pas encore institué. Je pense que même sur le plan des infrastructures, on ne peut pas parler de professionnalisme si nous n'avons pas de camp d'entraînement. Vous savez, des clubs qui aujourd'hui sont encore SDF. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Sans l'aide de l'État, sans l'accompagnement de l'État, peut-on parler de professionnalisme? Dans la conjoncture actuelle, sans l'aide de l'État, on ne peut rien faire. Surtout dans le domaine du football. On ne peut rien faire. Ou du sport en général. Non, oui, d'une manière générale. Donc, en parlant du football en particulier, sans l'aide de l'État, les clubs professionnels ne peuvent rien faire aujourd'hui. Si on fait par exemple une analyse sommaire dans les grands pays du professionnalisme en matière de football, on prend l'Europe, c'est l'Espagne, il y a des critères socio-économiques qu'on ne retrouve pas dans notre société. On ne va pas aller en Europe, on va comparer juste ce qui se fait à côté, en Tunisie. Oui, en Tunisie, par exemple, Tunisie ou au Maroc, d'abord, nous n'avons pas, comme chez nous, 32 clubs professionnels. Ça, c'était quelque chose d'inouï au départ qu'il ne fallait pas tolérer. Il y avait un cahier des charges. Moi, je pense qu'il faut se conformer au cahier des charges pour devenir professionnel. Vous savez, je vais vous citer un cas que je connais bien. C'était à l'époque où j'étais encore joueur de football. Il y avait un club en France qui était en 2e division et qui était premier, qui devait monter en 1re division et devenir de ce fait professionnel. C'était le club de Quevilly, donc avec les frères Orlaville, qui étaient internationaux français. Eh bien, ce club-là n'est pas monté en 1re division parce qu'il a dit nous n'avons pas l'étoffe et nous ne répondons pas au cahier des charges. Ils sont restés en 2e division. Pensez-vous que cela soit possible chez nous, quand on sait que la gestion du football reste politique? Chez nous, c'est pas possible. Chez nous, c'est pas possible parce que les dirigeants, vous savez, il est en division régionale et il aspire déjà à être en 1re division, à être professionnel. C'est pas la même mentalité. Cette mentalité un petit peu narcissique du dirigeant, moi je pense qu'il faut que ça cesse. Et je pense que le moment est venu pour véritablement... 4 ans de professionnalisme. 2010, qualification à la Coupe du Monde, il avait été décidé de la mise en place du professionnalisme. 32 clubs. Aujourd'hui, 4 ans après, et d'ailleurs le ministre des Sports, parce que c'est plus de la jeunesse et des sports, et ça a été scindé en deux, le ministre des Sports, M. Termi, c'était samedi, avait donné sa feuille de route. Et en parlant du football et du professionnalisme, il avait rappelé que l'État allait continuer à accompagner les clubs, allait mettre en place les bases d'entraînement ou les centres de formation, allait également continuer à apporter son aide jusqu'à 2018, si je ne me trompe pas. C'est le moment aujourd'hui de faire une halte, de tirer les enseignements, par exemple 32 clubs, de corriger le tir, de peut-être d'aller vers un cahier des charges encore plus pointu, M. Leda Abdouche. Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que le moment est venu. Vous savez, les infrastructures ne répondent plus à l'attente du public. On demande au public de se comporter correctement, alors qu'il n'y a aucune action qui est entreprise pour améliorer son confort dans le stade. Ce qui fait que les gens, c'est ça, c'est un petit peu la source de la violence. Un peu, les gens sont là, sont sur les nerfs, ils veulent se désaltérer, ils n'ont pas ça, ils veulent se soulager, ils n'ont pas ça. Il y a du monde, il y a peu d'entrées qui sont en service et peu de sorties aussi qui sont en service quand ils doivent quitter. Donc, il y a beaucoup de choses à améliorer pour essayer de passer véritablement un professionnalisme un peu plus apaisé, un peu plus serein. Il y a beaucoup d'actions à entreprendre. Aujourd'hui, tous les clubs sont déficitaires. Est-ce qu'il est possible de continuer sur cette voie? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu justement d'intervenir. Et puis, il ne faut pas trop compter sur la participation des dirigeants actuels, parce que chacun voit midi à son clocher, les intérêts sont différents. Moi, je pense qu'il doit y avoir une régulation sectorielle. Quand on parle, qu'est-ce que vous dites par régulation sectorielle? Régulation sectorielle, ça veut dire qu'il faut une intervention de l'État. Il faut une intervention de l'État pour dire, écoutez, l'inflation sur les salaires, ça suffit. Ça suffit à partir du moment où les clubs n'arrivent plus
à payer les cotisations sociales, pour la plupart, je dis c'est pas tous, mais pour la plupart, à partir du moment où ils n'arrivent pas à payer l'impôt, l'IRG pour les athlètes, moi je pense qu'on doit tirer la sonnette d'alarme et dire il faut que ça change, il faut adopter. Et c'est là que l'État doit intervenir pour plafonner les salaires. La Fédération algérienne de football, lors d'une dernière réunion présidée par M. Mohamed El-Awraoui, avait décidé, à la demande des clubs, d'aller vers un plafonnement des salaires. 101 200 000 dinars pour un international, 800 000 dinars pour un joueur ayant accompli tant d'années ou joué tant de matchs. On ne va pas aller dans le détail. Les clubs, tous ont dit c'est très bien, on applaudit. Certains joueurs ont grincé des dents. Est-ce que vous pensez que c'est viable? Est-ce que vous pensez que les clubs vont jouer le jeu et qu'il y va de leur intérêt? Tout à fait. Je pense qu'il y va de leur intérêt parce que tous ces clubs-là ont des contentieux financiers. Au niveau des impôts, par exemple, aucun club ne paye l'IRG. Donc c'est quelque chose, c'est une dette et qu'il faudra apurer un jour ou l'autre. D'accord ? Je ne pense pas que l'amnistie fiscale soit une solution. La solution, c'est de trouver un échéancier pour ce qui est dû et puis d'arriver à mettre en place un plafonnement des salaires pour le reste du temps. Moi, je pense que payer l'IRG, payer par exemple 10% d'IRG sur un salaire de 500 000 dinars, c'est mieux que de payer 10% sur un salaire de 2 millions de dinars pour le club. Donc c'est quelque chose de viable. Ça va restreindre un petit peu les dépenses et les charges de ce club. C'est ça le professionnalisme, c'est de trouver des solutions à des problèmes qui sont aujourd'hui, qui sont chroniques et qui ne sont pas encore résolus. On n'est pas les premiers à être passés par là. On ne peut pas dire que les États-Unis d'Amérique soient protectionnistes ou dans leur pays. Pourtant, ils l'ont fait dans le Super Bowl, par exemple, avec des mesures qui ont restreint la mobilité des joueurs et qui ont adopté le salary cap, qui est un plafonnement des salaires au niveau du Super Bowl. Ils l'ont fait. Vous avez l'Union européenne de football qui encadre les clubs. Dans sa charte, qui dit vous ne pouvez pas dépenser plus que vous n'avez de recettes. Donc ça existe un peu ailleurs. Il faudrait qu'on s'en inspire. On n'a pas inventé l'eau chaude. On s'en inspire et puis on essaie. Et ça va nous permettre... Ça va permettre au club de réaliser des économies et puis de se mettre un petit peu dans le carcan de la légalité. Je reviens au plafonnement des salaires, M. Rida Habdouch. La fédération a demandé au club de plafonner les salaires en mettant sur la base de critères. Est-ce que tous les clubs ont dit oui? Mais dans le même temps, il y a ce risque de voir ce qu'on pourrait appeler une caisse noire, ou disons de l'argent qui serait donné en dessous de table. C'est un risque à ne pas écarter. Quand on connaît la surenchère, les ambitions des uns et des autres, est-ce qu'il y a moyen de contourner le plafonnement des salaires et de dire, par exemple, on va jouer sur d'autres paramètres pour augmenter les salaires et pousser les joueurs à donner encore mieux? Oui, ça existe. Ce qu'on appelle pour un travailleur la prime de rendement individuel, par exemple. Ça existe. Bon, moi je pense qu'il faut jouer le jeu. Il faut jouer le jeu et jouer surtout la confiance. La confiance vis-à-vis des dirigeants de club, leur faire confiance. Puis il y a des éléments pour contrôler. Il y a des éléments pour contrôler. Les contrôles fiscaux, c'est surtout que c'est des sociétés commerciales. Donc c'est plus uniquement le commissaire aux comptes. Vous pouvez avoir un contrôle fiscal. Donc il y a des mécanismes de régulation et puis de contrôle et puis éventuellement de sanctions. Mais moi, je pense qu'il faut jouer le jeu au départ. Et c'est les gens. Et puis, les gens qui veulent, par exemple, faire la différence parce qu'ils ont des moyens financiers, d'accord ? Ils n'ont qu'à se mettre autour d'une table avec un fiscaliste, par exemple, pour dénombrer toutes les primes, par exemple, non imposables, de les gonfler, de donner, comme vous avez dit, ce qui était de mise avec la gestion socialiste des entreprises, les PRI, PRC, une prime de rendement individuel et une prime de rendement collectif. Collectif lié au résultat et la PRI liée au comportement de l'athlète et de son statut. Donc on peut envisager tout ça, mais ça se fait par le biais, aujourd'hui on est société commerciale, on est club professionnel, ça se fait par le biais d'une convention d'entreprise, carrément, et où toutes les choses sont énumérées, sont valorisées, et puis à ce moment-là, il n'y aura plus de problème. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, il faut faire appel à des professionnels pour encadrer administrativement, financièrement, commercialement, les clubs professionnels.
Est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir le club des riches et le club des pauvres? Je vais m'expliquer. Quand des entreprises arrivent, par exemple la première entreprise du pays prend un club, on applaudit, c'est très bien, mais dans le même temps on pense à tous les clubs de Ligue 1 qui n'ont pas d'entreprise publique. Qu'est-ce que vous dites? C'est vrai que ça peut paraître injuste pour certains clubs, et je suis tout à fait d'accord avec eux. Moi, je pense que cette action-là a été mise en branle sans se soucier un petit peu des contre-coups qu'il allait y avoir au niveau des autres clubs. Des sensibilités également. Exactement, exactement. Donc les gens se sentent un petit peu délaissés, ils se disent c'est de l'argent public et en principe cet argent public, oui, on aurait pu y penser, on aurait pu un peu adopter un système comme celui de la réforme de 1976. Qui était véritablement une nationalisation du sport à l'époque. On aurait pu envisager toutes les entreprises susceptibles de prendre en charge des clubs professionnels, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, et puis à ce moment-là, faire un petit peu le dispatching en fonction de la localisation de ces entreprises. Ça aurait permis d'encadrer les salaires également? Bien sûr, totalement, parce que ces gens-là sont soumis à une réglementation. Aujourd'hui, cette réglementation est un peu plus souple, mais quand même, vous avez un canevas de salaire dans cette entreprise. Bien que le joueur, effectivement, de par le fait que sa carrière est très brève, il aspire donc à avoir un salaire élevé, ça peut se concevoir. Ça peut se concevoir dans une entreprise et donc que l'athlète professionnel ait un petit peu un statut particulier par rapport aux autres employés de l'entreprise. Mais vous dites dans le même temps, pour les entreprises qui n'ont pas bénéficié d'entreprises publiques, des clubs qui n'ont pas bénéficié d'entreprises publiques, vous dites aujourd'hui, parce que cela va multiplier, disons, chez les clubs qui n'ont pas bénéficié d'entreprises publiques, ce fait d'être, si vous me passez l'expression, mahgourine. C'est vrai. Non, c'est vrai. D'injustice. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord et je pense qu'il faut trouver une solution rapidement pour que ces clubs soient aussi aidés, qu'ils ne soient pas défavorisés par rapport aux autres. C'est vrai qu'on peut aller chercher. Il y a aussi d'autres solutions aussi. C'est l'ouverture du capital. Tout le monde, on le constate, parce que vous abordez un sujet également, l'ouverture du capital. Oui. On le voit chez certains clubs. Par exemple, on peut citer le CRB, on peut citer d'autres clubs. Les dirigeants en place ne veulent pas ouvrir le capital. Vous savez, avec la nouvelle loi sur le sport, ils seront obligés d'ouvrir le capital. Et à ce moment-là, c'est une attitude d'assemblée générale des actionnaires. C'est eux qui vont décider si le capital doit être ouvert ou pas. Donc, c'est l'Assemblée générale qui doit décider. Et moi, c'est pour ça que moi, je dis qu'au niveau de la formation, le dirigeant sportif ou bien le membre de l'Assemblée générale des actionnaires, tout comme le membre de l'Assemblée générale dans le CSA aussi, c'était à peu près la même chose, il y a un déficit de formation. Les gens ne connaissent pas leurs droits et leurs obligations. Leurs droits, surtout, l'Assemblée générale doit décider du devenir de la société commerciale dans l'Assemblée générale des actionnaires ou du club sportif amateur dans son Assemblée générale. C'est ça le rôle c'est ça leur rôle. Et c'est à eux, c'est à l'Assemblée générale de décider si véritablement le club, mais je pense que tous les clubs en ont besoin, à part un ou deux clubs, à part 2 ou 3 clubs, disons en Algérie, tous les autres clubs ont besoin de cette ouverture du capital. Il faut que ça se fasse. D'autant plus qu'aujourd'hui, la loi sur le sport l'y oblige. Le professionnalisme est viable en Algérie quand on sait qu'on dépense, mais qu'en termes de recettes, quand vous faites la balance, vous êtes déficitaire. C'est vrai. Comment inciter le privé algérien, voilà en d'autres termes, c'est ça l'enjeu, qu'il y ait combinaison privée-publique qui viennent vers des clubs. Comment les inciter quand on sait qu'on dépense 10 dinars et on récupère 0 centime? C'est vrai que là, il y a beaucoup d'actions à entreprendre pour que le football algérien attire
attire. Bon, c'est vrai, quand j'avais parlé tout à l'heure des clubs professionnels au niveau européen ou au niveau sud-américain, ou bien même, comme vous l'avez dit... Restons sur le maghrébin. Moi, je préfère le maghrébin, sur le maghrébin. parce que ça permet aux téléspectateurs d'avoir... Parce que quand on ne peut pas comparer l'incomparable. On ne peut pas comparer au Real, au Barça ou au Bayern. C'est des multinationales aujourd'hui, si vous passez l'expression. Il suffit de voir les clubs anglais. Donc, il vaut mieux rester sur ce qui se fait juste à côté. C'est vrai que le concours de l'État doit être déterminant, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, il ne faut pas se faire d'illusions. Les clubs professionnels ne sont pas rentables du tout. Ce qui est un peu l'apanage de la majorité des clubs dans le monde, les clubs professionnels. Hein. Et ils sont rares ceux qui sont rentables, à part Manchester United, Bayern de Munich qui peut financer Borussia Dortmund. Mais ils sont sur 1 millier de clubs professionnels, vous en trouverez une dizaine qui sont rentables, c'est tout. La large majorité n'est pas rentable. Vous avez un club comme le FC Barcelone qui est régulièrement déficitaire, hein, et qui comble ça par ce qu'on appelle en langage économique, vous avez des crédits revolving, mais là ce sont des dettes qui sont revolving et qui sont à chaque fois. Donc on achète des joueurs, puis on vend des joueurs, et puis on essaye de rembourser à chaque fois, à chaque saison sportive. C'est ce qui se passe dans ces clubs. Mais enfin, ce sont des clubs qui sont rentables quand même. Quand vous avez 90 000 sociaux qui payent un abonnement, vous voyez un peu ce que ça représente sur une année. Vous restez avec nous, Reda Habdouche. On revient dans la deuxième partie de l'émission, tout juste après la page publicitaire. On revient dans la deuxième partie de l'émission, Reda Habdouche. Je le rappelle, vous êtes ancien joueur de l'USMA d'Alger, vous avez fait des études supérieures, vous avez été également secrétaire général de la Fédération algérienne de football, vous avez présidé au Dessiné, je n'avais pas dit tout à l'heure, de cette commission qui avait travaillé sur la refonte ou la réforme du football national, c'était en 1996, il y a déjà 18 ans. À l'époque, c'était M. Mouldi qui était ministre des Sports. C'était volumineux comme dossier, 300 pages, si je me trompe pas, peut-être un peu plus même. Et vous avez été dirigeant également à l'USMA d'Alger. Donc on revient aujourd'hui, on le disait juste avant la page publicitaire, le football n'est pas rentable. Vous dites le concours de l'État est obligatoire justement pour permettre au football de décoller. Or, les sources de financement dans le football mondial sont connues, que ce soit au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, il n'y a pas 10 000 recettes. Vous avez les donateurs ou les bienfaiteurs, mais surtout télévision, rentrée de stade, merchandising et les donateurs. Il n'y a pas plus que ça, également les compétitions africaines quand vous êtes un grand club. Or, chez nous, quand on regarde, ça ne peut pas tenir la route. Ça ne peut pas tenir la route. Ça ne peut pas tenir la route, pourquoi? Parce qu'entre les recettes et les dépenses, il y a une grosse différence. Il suffit de regarder CETIF. Un gros déséquilibre, effectivement. Quand vous avez, par exemple, un budget de... Aujourd'hui, un budget d'un club qui joue une Champions League, après, c'est 40 milliards, 45 milliards. Un peu plus. Un peu plus, même. Un peu plus. Et quand vous avez une rentrée de 2 milliards de centimes, vous savez, la différence, il faut aller la trouver, il faut aller la chercher. C'est vrai qu'en ce moment, moi je dis, c'est pour ça que... Alors, le privé n'est pas là. Oui. L'État accompagne, mais ne peut pas tout faire, également. Ça veut dire que c'est la collectivité locale qui doit aujourd'hui peut-être faire partie des sociétés par action, des clubs ou des sociétés mixtes, trouver la formule, avoir un club qui est la vitrine de la région. Ça peut se faire. C'est une des options aujourd'hui qu'il faudrait retenir, qui peut-être reste la clé de la réussite. Oui, ça peut se faire parce que ça s'est fait. Ça s'est fait en France, par exemple. Ça s'est fait en France. Marseille, Lille, Paris. Oui, bien sûr. Il y a eu, dans le statut juridique des clubs, par exemple, en France, il y a eu ce qu'on a appelé les sociétés d'économie mixte locale. Ça veut dire que le club était associé avec la collectivité locale. C'était un associé. Et c'était pour résoudre un problème. Le problème, vous en avez parlé tout à l'heure, des caisses noires. C'était un peu pour introduire un peu plus de contrôle et de transparence dans la gestion des fonds des associations et des clubs de football. Ça existait. Mais on peut le concevoir aujourd'hui. Dans des régions où il n'y a pas d'industrie, ça peut arriver, ça peut exister. Donc on peut avoir comme associé une collectivité locale. Il faut juste y penser, essayer de mettre en place les mécanismes, c'est tout. On n'a rien inventé là aussi. Hein. Ça existe dans les autres pays. Il faut essayer de s'en inspirer, voir ce qu'on peut adapter et ce qu'on ne peut pas adapter. On revient au tout début, donc ce guide du guide pratique du dirigeant sportif, vous le dites aujourd'hui, c'est une autre forme de dirigeant. Vous dites l'outil ou la richesse d'un club, c'est sa ressource humaine pour faire avancer parce qu'on doit gérer comme une entreprise. C'est des sociétés par action, c'est une entreprise qu'on gère avec des salariés qui ne sont pas que les joueurs
rappelons-le. Vous dites aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour 32 clubs, il faudrait peut-être revoir. L'accompagnement de l'État, on n'en doute pas, il doit être présent à chaque instant, associé à la collectivité également, ça peut être une des clés de la réussite. Et vous dites dans le même temps, eh bien, pour lutter contre la violence, des stades confortables. Le ministre des Sports avait annoncé 11 stades qui devraient arriver dans les prochaines années, notamment sur Alger 2, Tizi Ouzou, Oran, on ne va pas tous les citer. Et vous dites que ça reste une des clés pour permettre justement ce football qui soit réaccaparé par les supporters dans les meilleures conditions. Voilà un petit peu pour résumer. Moi, je voudrais revenir avec vous maintenant sur un autre aspect. Vous avez été président de la commission de réflexion sur le devenir du football national en 1996. C'était après l'élimination contre le Kenya de la Coupe du Monde 98. Monsieur Reda Abdouche, 18 ans après, c'était disons, ce rapport à peu près de 350 pages, 400 pages que vous aviez remis, vous et la commission, au ministre et que vous avez remis à la presse. Aujourd'hui, on le voit, de qualification à la Coupe du Monde, mais une équipe nationale qui ne représente pas, qui n'est pas la réalité du football national. On ne sait plus produire de joueurs. C'est vrai que les clubs ne travaillent pas. Comment l'expliquer? C'est vrai que les clubs ne. C'est pas que les clubs ne travaillent pas, ils travaillent. Les clubs ne travaillent pas assez. Ils travaillent pas assez. Ils n'ont pas assez d'outils en matière d'infrastructures sportives. C'est des clubs de division 1 aujourd'hui qui disent nous sommes clubs professionnels et qui sont SDF, qui n'ont pas de stade. Le meilleur exemple, c'est le Mouloudia d'Alger. Exactement, qui traînent d'un stade à un autre pour s'entraîner simplement. Donc c'est impensable. On ne peut pas faire de la performance et du haut niveau à partir du moment où vous n'avez pas un club. Vous n'avez pas un club qui vous permette d'abord de vous entraîner décemment et surtout de pratiquer la formation sous un angle vraiment approfondi. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la relève se forme, en principe, se forme au niveau du club. Le football de rue n'existe plus. Ça, c'est un constat, on l'a vu. Donc, si les clubs n'ont pas les conditions ou l'outil pour pouvoir travailler, donc il n'y a pas de formation. C'est tout, vous dites? C'est deux paramètres importants. Oui, bien sûr, c'est très, très important. À partir du moment où, vous savez, quand vous voyez sur un stade, vous voyez deux ou trois catégories se partager le terrain pour jouer, et puis que le vendredi, ils jouent sur un stade qui fait 100 mètres, alors que là, ils s'entraînent sur une surface de longueur de 30 ou de 40 mètres, c'est pas suffisant. On ne peut pas parler de formation, il ne faut pas rêver. Faut quand même. Il faut d'autres moyens pour arriver à donner à la formation son lustre et lui donner véritablement sa vocation d'assurer et de reproduire, d'assurer la pérennité du système. Parce que la formation est très importante, même dans le cas du professionnalisme. C'est un facteur qui va faire, par exemple, à terme, quand on a un centre de formation, va réguler les salaires, parce que vous aurez le produit de votre formation qui coûtera beaucoup moins cher que des joueurs que vous allez chercher sur le marché. Donc c'est très important. Reda Abdouche, autre également point important, on reste dans le sillage également de la formation du footballeur de demain, c'est il n'y a pas de vase. Disons, le tube reste étroit entre le football amateur et le football professionnel. Un football amateur, vous l'avez dit tout à l'heure, des clubs qui se trouvent dans les divisions inférieures, dont ils n'ont qu'une seule aspiration, c'est de retrouver en Ligue 1. Donc on va chercher des joueurs âgés. Or, on devrait les retrouver dans le football amateur, des footballeurs jeunes, dont la moyenne d'âge d'une équipe ne doit pas dépasser 22 ans, 23 ans. Il me semble, et je ne sais pas si vous partagez cet avis, que dans le football amateur, il n'y a pas de stratégie. C'est vrai, parce que, vous savez, on a beaucoup laissé faire. Je n'ai rien contre les petits clubs qui sont dans une commune un petit peu. Donc c'est bien qu'il y ait des clubs. C'est vrai, c'est bien qu'il y ait ces clubs-là, mais il faut que les dirigeants de ces clubs se mettent dans la tête qu'ils sont là pour former des joueurs. Même au niveau de leur équipe senior, sont des joueurs qui sont susceptibles d'aller dans des paliers supérieurs et d'arriver peut-être, pourquoi pas, à la première division professionnelle. Mais il ne faut pas qu'il se mette dans la tête qu'il est en division régionale et qu'il veut jouer demain en championnat professionnel. Quand on regarde, alors qu'il il y a n'a des pas salaires qui sont donnés dans les divisions inférieures, exact. alors que c'est interdit. Donc il y a de l'argent qui circule. Exact. Et puis même son infrastructure ne répond pas, l'infrastructure sportive ne répond pas aux normes. On ne peut pas être club professionnel avec un stade qui a 5000 ou 6000 places, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Où il n'y a pas le confort pour les supporters, où il n'y a pas de confort pour les joueurs, pour l'arbitre, tous ces problèmes-là. Il faut les envisager sereinement et puis se dire,
Nous, on est là pour former pour l'élite. Et puis, ça y est, c'est des statuts de clubs formateurs. Vous allez dans le même sens, vous dites qu'il n'y a pas assez de vases communicants entre le football amateur et le football professionnel. Aujourd'hui, oui. Alors que dans le monde entier, on puise dans le football amateur. Aujourd'hui, oui. Mais bon, je pense qu'on peut y remédier avec les centres de formation. À ce moment-là, chaque club aura son outil de formation. Et là, on verra tous les gens qui vont investir dans le volet de la formation. Mais aujourd'hui, oui, effectivement, il n'y a pas de passerelle entre ces La solution passe par les centres de formation. La solution, vous allez dans le même sens que le ministre des Sports. Oui, tout à fait. Et les centres régionaux, 7 centres régionaux également. Tout à fait. Je pense que c'est pour ça qu'on dit l'État doit être aujourd'hui, dans la phase actuelle, omniprésent. Il faut qu'il y ait des centres de formation, il faut que l'État aide les clubs parce que quel est le club aujourd'hui qui va investir dans l'achat d'un terrain l'État donne le 4, terrain 5 hectares. Et l'État construit également. Oui. Donc, ils ne sont pas en mesure de le faire. Il faut que l'État, à partir du moment où on a opté pour le professionnalisme, il faut que l'État participe à son édification. Pour vous, c'est la seule manière de renverser cette tendance, d'élargir la base de la pyramide? Tout à fait. Moi, je pense qu'à ce moment-là, la formation, véritablement, elle aura un sens plein et efficace pour assurer un petit peu la pérennité du système. Le tout algérien formé à l'étranger, ça peut montrer ses limites? Bien sûr, ça peut monter. Bien sûr, vous savez, aujourd'hui, on a l'exemple de l'équipe de Russie, par exemple. L'équipe de Russie qui va être notre adversaire en Coupe du Monde, c'est pratiquement 100% de joueurs du cru. Moi, je pense que les Algériens, il faut aller les chercher là où ils sont. D'accord ? Mais moi, je pense que il n'y a pas de différence. Mais moi, je pense que pour arriver à être efficace sur le plan de la cohésion, sur le plan de la mentalité, il faut avoir des outils de formation performants au niveau local. Et s'appuyer sur ce qui se fait de mieux, comme dans les années 80, à l'étranger? Bien sûr. Vous savez, le football est en perpétuel mouvement. Vous savez, j'ai assisté, par exemple, à une conférence de presse d'un médecin, le médecin de l'équipe nationale d'Allemagne en 1986. Le docteur Liesen, qui avait été ramené par Franz Beckenbauer. Exactement. Donc, quand vous voyez que ce monsieur vous dit qu'au niveau de la récupération, donc on parlait de compétition internationale et de Coupe du Monde, il vous dit que l'équipe d'Allemagne, à cette époque-là, était arrivée à faire une récupération à la carte en pleine Coupe du Monde. Leur équipe était divisée en groupes. Le groupe qui récupérait le mieux, celui qui récupérait moins bien et celui qui ne récupérait pas du tout. Ils avaient un joueur qui récupérait très très mal. Et bien ce gars-là était pris en charge pendant 48 heures. Un kiné faisait une récupération individuelle. Donc, vous voyez un petit peu le souci du détail, le souci du professionnalisme, jusqu'où il peut aller. Et ça, c'était, comme vous l'avez dit, 28 ans avant. Pas aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, il faut que les gens évoluent, il faut que les gens se recyclent, il faut que les gens aillent voir ce qui se fait ailleurs en matière d'entraînement, Nous avons de bons entraîneurs en Algérie. Ce qui leur manque, c'est le recyclage. Ce qui leur manque, c'est un peu d'être en face de tous les progrès réalisés et en matière d'entraînement, et en matière de médecine, et en matière de réhabilitation, et en matière de diététique. Tout ça, ça évolue. Il faut que les gens se mettent à la page, c'est tout. Reda Abdouche, c'est bien, c'est vrai, d'avoir de nouveaux stades. C'est bien également de mettre les supporters dans les meilleures conditions, mais il faut d'abord les attirer. Et on les attire par quoi? Par le spectacle. Aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, il suffit de voir les télés pour avoir les plus beaux championnats, les plus beaux matchs, du spectacle. Et d'ailleurs, il suffit de sortir dans la rue au lendemain des week-ends pour entendre parler de tel exploit ou tel exploit. Est-ce que vous pensez que dans la configuration actuelle, nos équipes de football, en rapport qualité-prix, offrent du spectacle? Est-ce que ça peut attirer? Je pense que, à part disons, 3 ou 4 équipes, sur le plan national, la qualité de notre football est vraiment à désespérer. Ce qui fait que le public a tendance un petit peu à ne plus voir ce qui se passe dans son championnat et puis se mettre en face de la télévision pour suivre les championnats européens tels qu'on les connaît, surtout le championnat espagnol, anglais, français. Bon, ça c'est clair.
je pense, il faut améliorer la qualité du spectacle. Il faut avoir aussi à l'esprit ce côté spectacle du football. On l'a perdu. On a perdu. Je ne vais pas jouer au nostalgique, mais le football, il suffit de voir aujourd'hui, c'est du spectacle, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Par exemple, on ne voit plus les grands ponts, on ne voit plus les transversales sur 30 mètres, on ne voit plus du jeu à une touche de balle, de la construction de jeu. Tout ça manque et c'est frustrant. C'est frustrant. Et puis, vous savez, tout ça, ça vient avec quoi? Ça vient avec la formation. C'est pas quand un athlète vient en catégorie senior que vous allez le former. Il vient avec ses qualités et ses défauts. Bon, s'il a beaucoup de qualités, c'est tant mieux. Mais s'il en a moins, ben, c'est tant pis pour... Pourquoi la notion spectacle dans le discours des entraîneurs n'existe pas? C'est vrai que moi, je pense que c'est une erreur et que c'est une fausse vision du football. Parce que le football, on a besoin d'artistes aussi dans le football. Si on veut véritablement, on a besoin d'un joueur qui enflamme le public. Un petit point, un dribble, un gardien de but qui fait un beau plongeon, tout ça. C'est ça ce qui enflamme le spectateur. Et si on ne voit plus ça sur les terrains, si on axe l'entraînement sur l'efficacité, sur la course, sur tout ça, les artistes... Moi, je pense qu'il faut développer leurs qualités et les laisser s'exprimer sur le terrain. Bien sûr, dans un cadre tactique qui est dressé par l'entraîneur. Mais il ne faut pas les mettre dans un carcan et les priver de s'exprimer. Reda Abdouche, on a toujours parlé, les Algériens ont de la technique. Elle a disparu. C'est vrai. C'est vrai, bon. C'est vrai que... Moi, aujourd'hui, quand je vois, je dis, mais quelle technique? C'est vrai. Quand on regarde ce qui se fait ailleurs, où est la technique? C'est vrai. C'est vrai que dans les années 70, c'est vrai que le football était 70, plus spectaculaire. 80 jusqu'à 90, hein, la dernière génération. Oui, jusqu'en Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, parce que on ne forme pas bien aujourd'hui. Vous savez, au niveau des catégories de jeunes, quand vous écoutez un entraîneur, il vous dit, au niveau des cadets ou au niveau des minimes, il vous dit, oui, j'ai été champion d'Algérie, j'ai gagné la Coupe d'Algérie. Moi, j'ai toujours dit à ces entraîneurs, j'ai dit, vous êtes à côté de la plaque. C'est pas ce qu'on vous demande. Moi, ce qu'on vous demande, c'est de nous former des athlètes qui puissent passer en catégorie supérieure. C'est demain des athlètes qui vont être en senior chez nous. C'est des attaquants qui savent dribbler, qui savent tirer, qui savent faire un 1-2, qui savent se positionner sur le terrain. C'est ça votre mission. Votre mission, c'est une mission de formation. Ce n'est pas une mission de compétition. Ça, donc... Et ça, c'est venu avec quoi? C'est venu juste après la réforme sportive de 77. Tous les joueurs en fin de carrière, quand ils arrivent à 32, 33 ans, pour le recycler, donnez-lui la catégorie minime ou donnez-lui la catégorie... Non, c'est extrêmement sensible, ces catégories-là. C'est là que le joueur prend des plis, il prend des habitudes. Et si on ne le forme pas à cet âge-là, ce n'est pas en senior qu'on va le former. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une participation à une Coupe du Monde? 2010 a vu la mise en place du professionnalisme sur 2014. Moi, je pense que aujourd'hui, on va voir un petit peu le développement du football, c'est-à-dire le stade final du football au niveau d'une Coupe du Monde. On va voir un petit peu les niveaux. Mais on le disait, c'est pas représentatif. On va se situer par rapport à ce niveau. Et là, on va voir que le fossé est important avec nous, surtout dans le football local. Il est très important. Donc, les gens, le dirigeant sportif, l'entraîneur, ils vont s'apercevoir qu'il y a énormément de travail à faire. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber, au lieu d'avoir la sérénité, le recul voulu? 2010, ça avait entraîné un mouvement populaire, rappelons-le, les conditions de qualification. On attendait juste une victoire contre la Slovénie, on n'espérait pas passer au second tour. Sur cette deuxième participation, on l'a vu, c'est un groupe qui a reformé Vahid Halilović, mais il y a beaucoup d'attentes. Certains espèrent un deuxième tour. Or, au lieu de regarder sur un deuxième tour le résultat en lui-même, parce que certains diront, je suis de ceux par exemple, je ne sais pas si vous partagez, qui disent, bon, participation honorable. Est-ce que vous ne pensez pas que la construction d'un football local fort
sur la participation à une Coupe du Monde avec les enseignements qu'on doit tirer, doit être la priorité, au lieu d'aller chercher un deuxième tour qui reste, ou qui pourrait faire que tous ceux qui adorent le foot, tous les supporters de l'équipe d'Algérie, eh bien, ils croient fermement et qu'il y a une grande désillusion. Moi, je suis entièrement de cet avis. Moi, je pense qu'une Coupe du Monde, ça doit servir à faire une évaluation et je pense à poser aussi les prémices d'une formation locale très forte et très très bien encadrée. Ce qui peut venir avec les centres de formation, où il y aura vraiment du travail, où il y aura vraiment une évolution et un développement du football très important. Moi, je pense que c'est un petit peu l'objectif d'une participation à une Coupe du Monde. On a participé à cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, si on veut être efficace, moi, je pense qu'il faut inverser la tendance aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de joueurs locaux. Oui, mais il faut qu'il y ait de la qualité. Oui, en oui, termes de bien joueurs sûr. locaux. Non, mais bien sûr. Alors, pour arriver à cette qualité, il faut travailler. Et moi, je pense que l'outil essentiel est le centre de formation professionnelle. C'est là où le joueur, véritablement, va être formé. Il va avoir formé dans tous les domaines, même dans le domaine de la communication. On voit un petit peu les déclarations des uns et des autres. Et même sur le plan de la communication, beaucoup de choses restent à faire. Donc, même dans ce niveau, il y a un aspect de formation qui ne doit pas être occulté aussi. Et ça viendra avec l'instauration de centres de formation. Les centres de formation, quel exemple suivre? Ce qui a été fait par le Parado Athletic Club, ce qui est fait aujourd'hui par, disons, de manière ponctuelle, par ceux qui croient, par exemple, il y a eu avec le Milan AC une convention qui a été signée par un privé algérien, ou sinon copier sur ce qui se fait en Europe, ce qui se fait au Maroc. Où aller? Parce qu'on se cherche à ce niveau-là. Oui, oui, il n'y a pas sûr. de modèle. Il n'y a sûr. aucun club qui a une expérience, un vécu. Bien sûr. Non, moi je pense qu'il faut voir ce qui se fait dans les pays évolués dans ce domaine. C'est vrai que les caractéristiques de notre société ne sont pas les mêmes que celles des sociétés européennes. Mais moi je pense qu'il faut voir surtout ce qui se fait à ce niveau-là, parce que la performance, elle est là. Aujourd'hui, au niveau de notre équipe nationale, nous avons le produit de la formation française. Tout à fait. Ce sont des athlètes qui sont sortis de centres de formation française. Donc allons voir ce qui se fait là-bas et puis essayons de l'adapter ici. Reda Abdouche, c'est passé très vite. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir apporté avec cette contribution un éclairage sur votre vision du football. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée.